sont assez chaudes, hot et sexy, avec la sulfureuse et toujours aussi belle Lady Glamour, la mère de DJ Arafat. La deuxième partie pour recevoir un personnage atypique. Il fait la une de l'actualité, et notamment les journaux proches de l'opposition. Il est notre invité, mais avant que l'on décortique de fond en comble les idées de notre invité, Adama Daïko, vous avez une lecture, ou du moins une biographie très décalée de notre invité. Ah oui, tout à fait, Jean-Jacques Barol. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais présenter notre invité. Il est important de savoir que notre invité est un généreux père et chef de famille qui a un statut tout à fait particulier. Bien connu de la sphère politique ivoirienne pour ses coups de gueule contre le président de la République, les titrologueurs de journaux lui ont décerné le prix spécial de cracheur de vérité, alors que les lecteurs des journaux proches du pouvoir, en le voyant à la une des tabloïds, disent toujours lui là. Donc il n'est pas encore fatigué. Nous, on avance. Exceptionnellement ce soir, nous allons vous faire une économie littéraire de sa longue et enrichissante biographie. Le musulman, le croyant, la foi qui détermine sa piété, fait de lui un homme politique qui n'a pas sa langue dans sa poche. Comme le disent les Ivoiriens, son ventre n'est pas une valise. Notre illustre invité a pour nom de famille Cissé. Cissé, c'est comme Côte d'Ivoire et se prénomme Abou A comme Abidjan. Son surnom particulier, c'est oncle du président Alassane Ouattara. Oncle O comme Odjene, sa ville natale. Monsieur Abou Cissé, face aux caméras de Vox Africa, soyez le bienvenu à Kouaba, Fotamana, Idanse, Ayuka. Merci bien. Alors d'accord quand même, Monsieur Abou Cissé, avec cette biographie très décalée de vous, qu'est-ce qui dedans vous arrange, vous dérange Vous savez, pour un homme public, tout s'est dit, tout s'est fait. Allez, et nous allons tout dire. Le Grand Oncle, l'émission qui n'a pas peur des mots. Monsieur Abou Cissé, bienvenue. Vous faites figure de patriarche aujourd'hui de la politique ivoirienne, une sorte de empathé bunch, cette bibliothèque qui n'a pas encore brûlé. Nous allons profiter de votre savoir politique et surtout de votre expérience dans le domaine. Et cette expérience, nous allons parler de ce lien de parenté dont parle la presse à foison, cette parenté avec le président Alassane Ouattara. Qui êtes-vous réellement? L'oncle ou le pseudo-oncle construit par la presse ivoirienne? Oui, personne n'a construit ce pseudo. Je pense que c'est une réalité qui s'est manifestée lorsque je disais à Bédier, le président Bédier, que Alassane c'était mon neveu, lorsqu'il disait que Alassane c'était un étranger. En tant qu'Ivoirien, je ne pouvais pas accepter qu'on traite un homme du Nord d'étranger parce qu'il avait une consonance des noms du Nord, de Djoula. Il y avait manifestement quelque chose qui était comme s'il dédaignait les noms du Nord. Et c'est pour cette raison, dans mon journal à l'époque, je lui ai adressé que c'était lui qui était étranger et non Alassane Ouattara. Quel était le journal que vous publiez? La Patrie au quotidien. Okay. Et c'est pratiquement le premier journal du RDR. Je lui ai dit de façon crue. Et c'est ça qui m'a valu plutôt d'aller en prison. J'étais condamné pour 2 ans. Il faut rappeler évidemment que c'est le président aimé Henri Conan Bédier du PDCI-RDA qui vous a fait condamner à 2 ans de prison. À 2 ans de prison. Parce que vous lui avez tenu tête en lui disant que Alassane Ouattara était votre neveu et qu'il ne fallait pas traiter les gens du Nord ainsi. Parce qu'il portait, et il est allé plus loin. Il a dit que je ne peux pas quand même accepter que toi, tu soutiens un étranger alors que lui, il est ivoirien. Et dans cette soutenance, le thème, comment ça s'appelle, neveu, est resté.
Mais je m'en voudrais aujourd'hui qu'on dise que c'est pas ça. Mais dans la lignée, dans la coutume, je peux dire à Dama Daïko, à mon neveu, parce qu'il peut être mon petit-fils ou être mon fils. Tout ceci, ça coordonne. Et en fait, comment l'Afrique est. En fait, il faut que nos téléspectateurs comprennent, vous n'êtes pas sur le plan biologique ou de la consanguinité, l'oncle direct d'Alassane Ouattara, mais à un moment, avec Monsieur le Président Aimé Henri Konan Bédié, vous avez pris du moins possession en fait et cause de la cause de Alassane Ouattara. Cette responsabilité. Voilà. C'est à partir de là que vous êtes devenu l'oncle. Et je suis l'oncle parce que, aujourd'hui, étant président, et étant donné ma position libérale, et il lui arrive de dire qu'il ne me connaît pas. Mais Dabedou Cissé, qui est sa maman, qui est censé être sa maman, Dabedou Cissé est ma soeur. Elle est ma soeur dans la lignée Aodjene. Parce que, comment s'appelle, Amara Cissé, qui était son grand frère, appelait mon père, qui était l'imam El Hadji Cissé, il l'appelait, comment s'appelle, tonton. En tout cas, monsieur Abou Cissé, nous vous remercions évidemment pour l'arbre généalogique que nous n'allons pas remonter jusqu'à la préhistoire pour trouver si l'homme d'Australie était le cousin germain du président Alassane Ouattara. Ouais. Revenons sur Terre, les archéologues, on les laisse dans leurs fouilles. Et la réalité, c'est forcément cette relation tumultueuse que vous avez avec votre neveu entre griffes, Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, parce que tout le temps, vous tirez sur Alassane Ouattara et votre lieu d'expression, de jouvence politique, ce sont les journées de l'opposition. Pourquoi tirer autant et tous les jours sur Alassane Ouattara? Je pense que s'il n'y avait pas Abou Cissé, il fallait les monter. Parce qu'à partir du moment où on vient d'une situation assez dramatique, où il y a eu une période de 10 ans où l'opposition était bousculée, il fallait quand même permettre à l'Ivoirien de s'exprimer à travers qui que ce soit. Et je pense que c'est dans cette période-là que est venue peut-être cette promotion que vous me donnez, cette sagesse, tout en critiquant le pouvoir, mais en demandant au pouvoir d'avoir un comportement lisible, pour que l'Ivoirien ne se sente pas solidaire. Alors il se trouve que dans cette période de 10 ans, suivi des élections assez controversées, je me suis toujours efforcé, tant du temps de Fouboigny que Bédié lui-même, à qui je me suis adressé pour lui dire que son comportement ne représentait pas la Côte d'Ivoire. Que arrivé maintenant à Alassane Ouattara, de la même chose j'ai dit à Gbagbo, de se ressaisir. C'est la même chose que j'ai eue et j'ai fait aujourd'hui contre Alassane Ouattara. Mais en fait, ce n'est pas une opposition, mais c'est un éclairage. C'est pour permettre de créer les conditions de la démocratie. Étant intellectuel venu d'un monde qu'on appelle les États-Unis, je pense qu'il devrait avoir un esprit démocratique pour libérer. Aujourd'hui, si je me trouve sur ce plateau... Mais qu'est-ce que vous reprochez à Alassane Ouattara? Mais laissez-moi dire d'abord, pour vous féliciter. Parce qu'aujourd'hui, si on m'invite sur ce plateau, c'est qu'il y a quelque chose qui marche. J'ai eu à dénoncer qu'il faut libérer la presse, qu'il faut libérer le de Wiesel pour que les prisonniers politiques, ce qui me pose de façon immédiate Alassane Ouattara, c'est de libérer les prisonniers politiques. Parce que tant que vous dirigez le monde, votre pays, à travers des prisonniers politiques, vous ne pouvez pas avancer, même si vous construisez toute la Côte d'Ivoire en or. Mais Alassane Ouattara a quand même fait un geste énorme. Plusieurs prisonniers politiques ont été libérés, même si quelques figures charismatiques et emblématiques comme l'épouse du président Laurent Gbagbo ne sont pas encore sorties de cette ornière. Je vais vous dire, il y a un jeune de 14 ans, de 18 ans maintenant, de 17 ans maintenant, il était en 4e, on l'a appris. Il est en prison là-bas. Non seulement
sa formation est hypothéquée, mais aujourd'hui il gise alors qu'il n'a rien fait. Pourquoi les gens peuvent me dire que je dise à Ouattara, si moi je ne le disais pas là, qui va le dire? J'ai dit de libérer ces gens-là. Est-ce que c'est construit un État avec des prisonniers politiques? Je n'ai jamais vu. Mais partout où vous allez partir, on tente toujours de libérer. Et je pense qu'en conditionnant, en donnant des conditions, on dit, nous allons avoir la paix. La paix est entre nous-mêmes et en nous. On a pu peut-être faire des bêtises, mais je pense que l'heure est arrivée que lui-même s'attache à la paix. Alors, Daïko, une question justement sur sa relation tumultueuse entre l'oncle et le neveu. Moi, je voudrais savoir, est-ce que de temps en temps, le neveu appelle directement l'oncle au téléphone pour le saluer et avoir la nouvelle de la famille? Oui, mais quand je faisais son éloge, il m'appelait de temps en temps. Et la dernière fois, vous faisiez l'éloge d'Alassane Ouattara, et il m'appelait de temps en temps. Vous savez, ces présidents-là, quand vous faites leur éloge, on dit que vous êtes avec eux. Mais quand j'ai critiqué Bédier, les gens de son camp étaient contents. Et vous savez, je ne cherche pas qu'on m'appelle. Je cherche plutôt qu'il arrive à guider, à diriger le pays dans le bon sens. Pour que l'homme du Nord, dont il est issu, ne soit pas détruit dans un changement qui peut arriver à tout moment. C'est ça le problème de la Côte d'Ivoire. Le problème de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas Alassane, ce n'est pas chose. C'est comment la Côte d'Ivoire va être au-delà d'Alassane. Alassane, c'est un épiphénomène. Et si je parle, c'est pour que la Côte d'Ivoire de demain soit la Côte d'Ivoire d'union. Et quand vous arrêtez un homme, quand vous arrêtez des populations, surtout de l'Ouest, vous dites qu'ils sont comme ça, au nom d'une population du Nord, que bien entendu, il y a une confusion qu'il faut qu'on comprenne. Et je me dois, je vais le dire tout le temps, libérer ma condition pour que nous soyons en paix, pour que je puisse peut-être lui faire des éloges sur ce qu'il peut faire, sur ce qu'il ne peut pas faire. Alors, M. Abou Cissé, nous allons parler maintenant de vos relations avec l'opposition. Dans sa large majorité, Christiane, certainement une question dans ce sujet-là, la relation qu'entretient avec l'opposition Abou Cissé. Tout à fait, j'ai une question. Alors, dans ses sorties dans les journaux d'opposition, M. Abou Cissé, effectivement, tire à boulet rouge sur le président Alassane Ouattara. Mais bon, il nous disait tout à l'heure être conseiller. Donc, on ne le sent pas vraiment impartial dans sa position de conseiller, puisqu'il ne fait que ressortir que le négatif. Y aurait-il pas quelque chose de positif dans la gouvernance du président Alassane Ouattara? Je ne peux pas parler de quelque chose de positif encore tant que nous aurons un Ivoirien en prison. Tant que nous aurons à l'extérieur de la Côte d'Ivoire des Ivoiriens qui sont en exil. Vous savez ce que l'exil? L'exil, c'est ça qui entame même l'âme. Et tant qu'il n'y aura pas ça, nous n'aurons pas, en tant qu'Ivoiriens, en tant que même vous-même, je ne vois pas quelles conditions d'appréciation vous pouvez avoir. Admettons vous-même, que moi je mette en prison votre fils, votre fille, quel que soit ce que je peux vous donner comme bonheur, quelle sera votre appréciation du don que je peux vous faire? Vous allez renier. Même si vous le prenez devant les gens, au fond, ce n'est pas ce qu'il faut. C'est pourquoi j'ai dit, par amitié, par conviction, que pour diriger la Côte d'Ivoire, il faut libérer les prisonniers politiques. Et de libérer les prisonniers politiques, justement, la liberté du président Laurent Gbagbo et Blé Goudé vous tient à cœur. Vous le criez à corps et à cri, vous l'écrivez même, devrais-je dire. Vous paraissez comme une sorte de Jean-Baptiste annonçant Jésus-Christ, et vous, dans ces journaux-là, vous exprimez une opinion sur un retour de Laurent Gbagbo de La Haye en triomphateur. Oui. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. On a l'impression que Jésus va revenir comme, du moins Gbagbo va revenir comme Jésus est entré à Bethléem avec les rameaux. Oui, je veux vous dire que quand je parle,
je ne parle pas parce que j'ai envie de dire. Je parle parce qu'il y a une impulsion réelle qui va se produire. Mais je ne veux pas, sur un plateau comme ça, dévoiler ce qui est supérieur à moi et qui n'est pas fondamentalement dit parce que... Est-ce que ça, vous l'avez reçu en songe de la part de l'ange Gabriel? Parce que Jésus, lui, il a été informé, ses parents étaient informés par l'ange Gabriel. Vous parlez du retour de Laurent Gbagbo comme si c'était notre nouveau Jésus. Est-ce que l'ange Gabriel vous a donné cette vision-là en songe, monsieur Abou Cissé? Moi, je ne suis pas là pour détailler mes relations mystiques avec celui qui a créé. Je suis là pour dire, voilà ce qui va se produire. Et je pense que pour ceux qui comprennent, même si vous êtes franc-maçon, vous êtes n'importe quoi, vous devez savoir que quelque chose va se produire. Et en le disant, vous n'êtes pas là pour détailler, parce que vous n'êtes pas le créateur. Peut-être vous appréciez, mais je ne suis pas là aussi pour dire, j'ai dit ce qui peut se produire. Pourquoi parlons-on aujourd'hui des Gbagbo, toujours des Gbagbo, depuis qu'il est parti? Pourquoi son nom est toujours en permanence, même si ce n'est pas Abou Cissé? Parce qu'il y a des gens qui sont en prison. Et parce que ce qui a été fait à Gbagbo, et les Blancs le reconnaissent aujourd'hui. Je suis en relation avec beaucoup de gens. Mais ces gens se disent qu'on voulait l'écarter. Mais quand on veut corriger quelqu'un, il faut arriver à arrêter quand même. Sinon vous allez le tuer. Et le retour de la manivelle n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. Nous ne voulons plus vivre. J'ai vu un de mes amis dans un carrefour à côté de la mairie. Il a été abattu devant moi. C'est ça qui m'a révolté. Ça m'a révolté. Cet homme-là, c'était un grand fanatique d'Alassane. Mais qui l'a abattu? Un homme de FRC. C'est là qu'a commencé ma révolte. Vous voyez, on ne se lève pas comme ça. Et c'est là qu'on peut dire quelque chose, c'est mis en moi. Ça peut être un acte isolé. Mais Adam Daïko, justement, sur la question de ses relations avec l'opposition. Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, je voudrais dire tout simplement qu'en écoutant Abou Cissé, nous faisons un peu allusion au fair play politique. Aujourd'hui, on parle de Laurent Gbagbo, de Blé Goudé, ça veut dire qu'on parle de la CPI. Donc, permettez, Jean-Jacques Barol, que je fasse comprendre aux uns et aux autres que c'est quoi la CPI. Parce que tout un chacun se lève, la CPI c'est ceci, il va revenir, ne va-t-il pas revenir? Alors, mesdames et messieurs, nous allons donner quelques définitions de la CPI. La CPI peut se définir comme Cour pénale internationale. Candidat à la présidentielle ivoirienne CPI, citoyen politiquement incorrect CPI, chemise et pantalons importés, comprimés, périmés imbuvables, correction des politiciens insoumis, la chasse au président infréquentable, cours aux preuves insuffisantes, ça dépend de qui est en face. Alors, désormais, on va retenir que la CPI, c'est chantons et prions intensement. Voilà. Encourageons la coalition des pasteurs et des imams pour mettre fin au conflit palestino-israélien. Que la chasse des politiciens inconscients laisse la place à la classe des politiciens incorruptibles. La CPI, ce n'est pas ivoirien. CPI, ce sont nos palabres inutiles. CPI, Côte d'Ivoire, pays indivisible. C'est ça. Ça se mérite des applaudissements. En tout cas, et ça, évidemment, pour mettre un terme au sujet de vos relations avec l'opposition. Mais on pourrait conclure, on a l'impression que l'opposition que vous défendez le plus dans vos écrits, c'est une opposition proche plus du Front populaire ivoirien que de la grande opposition ivoirienne dans sa majorité. C'est tout à fait normal. C'est l'opposition qui est en prison. Dans quelques jours, on va les juger. Ceux qui ont été laissés, les 90 personnes. Donc l'opposition, je défends l'opposition à travers les prisonniers. Et c'est tout à fait normal. Quelqu'un si moi, sa fille ou son fils est en prison, et que justement, je défends en tant qu'avocat, il va m'aimer. Alors donc, quand je défendais Alassane face à Bédié, il y avait presque tout le monde, même ma famille à Odiéné, disait mais tu es fou, comment tu peux affronter Bédié? J'étais banni là-bas. Parce que je défendais Alassane. Il n'y avait personne en Côte d'Ivoire parmi les Djoula du Nord qui défendait Alassane plus que moi.
J'ai fondé un journal pour ça. Mais les gens disent, oui, c'est un Djoula. Maintenant, je défends un homme qui n'est pas Djoula. On se demande pourquoi je défends un nom Djoula. Parce que je dois être du côté d'Alassane pour pouvoir manger, comme ils disent. Les imams, d'ailleurs, à ce propos, vous ont rencontré? Non seulement les imams, il y a un grand financier malien qui m'a contacté. Il y en a plusieurs personnes. Mais leur leitmotiv, je suis Djoula, je dois rester Djoula, même si le Djoula tue, je dois être avec lui. Impossible. Il faut être dans la démocratie, être conciliant avec ceux qui sont contre vous. Et je pense que quand je défendais Alassane, il doit comprendre que j'ai été le premier qui a été mis en prison. J'ai été mis parce que je le défendais. J'ai été mis en prison parce que lui, on le considérait comme un non-ivoirien. Mais j'ai accepté. J'aurais pu m'enfuir pour ne pas qu'on m'arrête. On m'a maltraité, on a failli me tuer même, à la brigade de recherche. Alors comment l'opposition ne peut pas se sentir de mon côté? En ce temps-là, Alassane me conseille même de ne pas écrire. Alors, maintenant, c'est du côté de l'opposition, ce sont des Ivoiriens. Pourquoi ne pas les défendre? Et je ne les défends pas. La preuve, je les ai défendus. On dit que je les ai défendus. Maintenant, à l'intérieur du FPI, aujourd'hui, qui est l'opposition principale, il y a eu un conflit. Mais je n'ai pas manqué de dire aux uns aux autres que l'adversaire, ce n'est pas à l'intérieur du FPI. L'adversaire, c'est devant eux. Il faut qu'ils se battent pour pouvoir avoir le pouvoir. Alors, on ne va pas quand même, à l'intérieur du... Quand même, vous avez été flagellé. Vous n'allez pas vous faire flageller encore pour obtenir un pouvoir. Vous risquez de ne plus avoir le pouvoir. Et la preuve, à force de se battre, et à l'intérieur du PDC et à l'intérieur du FPI, aujourd'hui, notre force émerge, qui est la candidature d'une autre personnalité de la place, qui est bannie, ici à Mara. Donc nous nous trouvons aujourd'hui en face. Qui devons-nous soutenir pour qu'il y ait une paix réelle? C'est ça que vous devez voir. Mais surtout, que devons-nous faire pour que la réconciliation nationale entre les Ivoiriens soit possible? Et c'est maintenant, nous allons attaquer avec Miss Christiane le sujet de la réconciliation nationale. Monsieur Abou Cissé, selon vous, est-ce que la réconciliation en Côte d'Ivoire ne tient qu'à la libération des opposants? Ça tient plutôt à la compréhension du peuple ivoirien. Cette compréhension, la libération des prisonniers politiques fait partie de ça. Un État ne peut pas être dirigé à travers l'emprisonnement des enfants d'un même Ivoirien, d'un Ivoirien. Même si ce n'est pas un Ivoirien, même si c'est un étranger, même si l'étranger n'est même pas né ici. Un pays, une nation démocratique ne doit pas supporter. Et je comprends mal qu'Alassane soit un intellectuel formé aux États-Unis et les États-Unis qui n'acceptent pas, qui acceptent la démocratie, le débat, quels que soient les problèmes qu'il a eu, il faut coopérer, il faut avoir une politique d'avancement. Or, comment s'appelle la réconciliation que nous souhaitons, que je souhaite en tant qu'un esprit libre de la société civile qui écoute d'abord la population. Je vais dans les marchés. La libération ne peut pas se faire à travers les micmacs qu'a fait le Bani, qui n'avait pas d'option, qui n'avait pas de compréhension, qui n'avait pas le tissu nécessaire pour procéder à une réconciliation réelle. Est-ce que vous affirmez comme ça tout debout sur ce plateau que la méthode Bani finalement a été un échec pour la réconciliation en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a une méthode? Il y a même pas une... Mais Bani a organisé les audiences publiques, la caravane de la paix, on a vu des actes. Maintenant, est-ce que c'est quand même la méthode Bani, nous l'avons tous vu, monsieur Abou Cissé. Oui, on l'a vu. Allons-y. Elle a existé. Elle a existé. À un moment, elle a voulu déposer sa démission, il ne l'a pas fait. Est-ce que finalement, vous pouvez dire comme ça que la méthode Bani a été un échec? Je vous dis que si je vous disais... La CDVR, finalement, ça a été un feu de paille. Oui, ce sont des dépenses inutiles.
Je pense qu'on a dépensé 3 milliards, 4 milliards. Prendre des gens à qui on donnait des 1 million, des 4-4. Ce n'est pas la réconciliation, ça. On va faire de la fiction, Monsieur Abou Cissé. Supposons qu'un seul instant, vous étiez le président de la CDVR, le nouveau président, puisque Monsieur Henri Bani, Konan Bani a des ambitions présidentielles, on le sait, et que vous étiez le nouveau président de la CDVR. Quelle serait votre méthode, la méthode Abou Cissé, qui consisterait à moins parler dans les journaux et à être présent sur le terrain? Ce serait quoi? Je serais heureux parce que, au moins, la première des choses, la première condition, c'est que je puisse parler au président. Il faut une volonté politique. Il faut qu'Alassane accepte que nous devons aller à la réconciliation, et cette réconciliation ne doit pas se baser sur l'ethnie, sur quoi que ce soit. Soyons sérieux. Allons à la réconciliation. On va parler de la CEI, le temps qui nous est imparti tire à sa fin, notamment de la commission électorale indépendante. Et peut-être une question, là, Wadaïko, à Monsieur Abou Cissé. C'est pour dire que la réconciliation, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ne peut pas se faire en 1 ou 2 ou 3 mois, ou 10 ans. Il faut toujours construire la paix dans la réconciliation. Exactement. Alors, Monsieur Abou Cissé, la question que je voudrais vous poser, quand on dit Youssouf Bakayoko, ça vous dit quelque chose? Le drame. Le président de la commission électorale indépendante. Oui, c'est le drame. Il a été reconduit à son poste de président. C'est le drame. Est-ce une avancée démocratique ou un recul? C'est plutôt un recul. Et puis justement, peut-être... Ce n'est pas basé sur la recherche de consensus. Le consensus, dans une situation explosive comme ça, il faut tendre la main davantage à l'opposition. Il faut tendre la main. Il faut accepter certaines choses tout en... C'est lui qui a le fusil. Entre celui qui a le fusil, la gâchette, et l'autre a le bout du fusil, qui a la force? Mais M. Ouattara, le président Alassane Ouattara, justement, s'est prononcé ces dernières semaines sur le cas de la CEI en annonçant justement un poste de vice-présidence de la CEI pour le FPI. Est-ce que ce n'est pas une avancée démocratique? Je ne savais pas que l'opposition cherchait la vice-présidence. Je pense que le FPI, dans sa dimension, je ne suis pas là pour défendre le FPI. Et puis, je ne suis pas FPI. Je suis un citoyen libre. Je suis de la société civile, dans la position actuelle. Ce qui me donne la possibilité de dire ce que je veux, ce que je peux. La Côte d'Ivoire avance et le Grand Talk aussi. J'ai été très heureux d'être en votre compagnie avec Monsieur Abou Cissé et nos 2 chroniqueurs, Adama Daïko et Christiane Bandama. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro du Grand Talk, l'émission qui n'a pas peur des mots.